C'est une disposition de mars 2002 qui permet aux parents divorcés de profiter de leurs enfants à tour de rôle une semaine sur deux. Ça s'appelle la garde alternée. Elle concerne 10% des couples qui se séparent chaque année. Bien qu'encore assez marginale, elle déchaîne les passions. Les juges, les psychologues, les pédiatres et bien sûr les parents s'affrontent sur le sujet. La garde alternée et le dossier de Soir 3, il est signé Béatrice Nivois et Yvon Delot. Pour vivre avec son fils Robin, Olivia s'est rapprochée de son ex-compagnon. Elle vient d'emménager à Paris. Pendant 3 ans, elle ne voyait Robin que le week-end et les vacances. Depuis la rentrée, elle a choisi d'un commun accord avec son ex la résidence alternée. Robin vit une semaine sur 2 chez sa maman. Il s'y est habitué progressivement. Pour Olivia, ce mode de garde permet aux 2 parents de profiter un maximum de l'enfant tout en respectant ses besoins affectifs. Tout ce qui concerne Robin, on prend les décisions à 2. Savoir où il part en vacances, savoir où il est le week-end, ce qu'il fait le week-end. L'inscription au centre de loisirs, on l'a décidé ensemble. On gère tout ensemble concernant Robin, sauf l'éducation de chacun dans sa maison propre. Et l'argent? On partage tout. C'est pas Robin a un trou dans sa basket, j'attends la semaine d'après que ce soit son père qui l'ait. On partage le prix de la basket. L'équilibre parfait, c'est ce qu'ont tenté Olivia et le papa de Robin. Pour ça, ils sont passés par le juge aux affaires familiales. Les juges décident souvent de la résidence alternée selon des critères très précis, notamment l'âge de l'enfant, la proximité des domiciles et l'entente entre parents. Selon ce juge, la résidence alternée ne doit pas être un partage égalitaire à tout prix, mais adapté à chaque enfant. On peut adopter des formules beaucoup plus souples qui privilégient la résidence de l'enfant au domicile de l'un des parents et fixent au profit de l'autre des accueils fréquents et réguliers selon des modalités qui sont susceptibles d'évoluer au fil du temps en fonction des besoins de l'enfant. Les besoins de l'enfant, c'est aussi le discours des psychologues que les parents consultent de plus en plus avant de prendre une décision. Pour un enfant, ce qui compte, c'est la stabilité, la régularité, le sentiment de sécurité et de protection. Alors, passer d'un lieu à un autre, quelquefois, ça peut être de l'insécurité. Mais encore une fois, vous généralisez pas? Absolument pas, non, parce on le voit de toute façon, il y a des enfants pour qui ça marche très bien. La résidence alternée est un mode de garde encore marginal. Elle concerne 10% seulement des couples divorcés. 9 fois sur 10, ce sont les femmes qui obtiennent la garde des enfants. Et pour débattre de ce sujet passionné et passionnant aussi, il faut bien le dire, Jacqueline Philippe, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été sage-femme, vous avez 4 enfants, vous présidez l'association L'Enfant d'abord et vous venez de coordonner un ouvrage, le livre noir de la garde alternée, ça dit bien ce que ça veut dire, paru chez Duno, un ouvrage qui rassemble de nombreux témoignages contre la garde alternée, on va y revenir. Et puis Alain Cazenave, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association SOS Papa, vous vous battez depuis des années pour le droit des pères après le divorce et vous êtes plutôt favorable à cette loi de mars 2002 qui instaure la garde alternée. Alors l'un et l'autre, pourquoi êtes-vous pour, Madame Philippe? D'abord, vous m'avez présenté comme étant farouchement opposé à la garde alternée. Non, mais je suis de l'avis de ce juge qui dit qu'on ne traite pas les enfants de la même façon s'ils sont bébés, s'ils ont 5 ans, s'ils ont 10 ans, s'ils ont 14 ans. Et qu'il faut donc des rythmes appropriés. La loi de mars 2002, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, n'a aucun garde-fou, ne comporte aucun critère qui pourrait aider les juges à prendre leurs décisions. Et on assiste, c'est vrai, à des dérives inquiétantes, graves, de décisions judiciaires qui concernent les enfants et qui les rendent malades. D'ailleurs, dans le livre, on va y revenir, oui. Mais bon, on dirait que vous avez rassemblé tous les témoignages. C'est pour ça que j'ai dit violemment opposé, mais beaucoup de témoignages extrêmement violents. Pour démontrer la maltraitance qui est faite quand les décisions judiciaires ne sont pas adaptées à l'âge de l'enfant. Alors, il n'y a pas que des cas extrêmes comme celui-ci. Vous, Monsieur Cazenave, vous êtes assez pour, estimant même que cette loi ne va pas assez loin. Bien entendu que cette loi ne va pas assez loin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 solutions. Ou le droit de visite et d'hébergement. L'enfant, de toute façon, va aller d'un domicile à l'autre, mais dans un cas, il est chez lui, dans l'autre cas, il n'est pas chez lui. Et la résidence alternée. Le problème, c'est qu'en cas de conflit parental, si les parents adoptent pour une solution, si le juge adopte une solution de droit de visite et d'hébergement, eh bien, on s'aperçoit que dans 30% des cas, au bout de 3 ans, statistiquement, l'enfant perd tout contact avec le parent
chez qui ne vit pas. Ce qui est tout à fait catastrophique, parce qu'il faut bien comprendre que l'intérêt fondamental d'un enfant, c'est bien de conserver des liens avec ses deux parents. D'autre part, on s'aperçoit en droit de visite et d'hébergement que le conflit a tendance à s'aggraver au cours du temps. Ce qui est quand même tout entre les parents divorcés, bien entendu, et ce qui est tout à fait dramatique, parce qu'on sait très bien que le conflit, c'est la source même des problèmes chez l'enfant. L'enfant supporte extrêmement mal le conflit parental. Madame Philippe, qu'est-ce que vous répondez à ce point précis, à savoir la perte du lien avec le parent qui n'est pas qui n'a pas la garde de l'enfant? Dans ces pertes de lien, il y a beaucoup à dire. D'abord, il y a des pères qui perdent eux-mêmes le contact avec leur enfant. Pas que des pères. Oui, mais je veux dire que c'est vrai que le week-end sur deux n'est pas bon. Ceci dit, ce partage égalitaire de l'enfant, se partager un enfant au nom de l'égalité homme-femme, de la parité père-mère, ça ne signifie rien. C'est un temps d'adulte, c'est pas un temps d'enfant. Un petit bébé n'a pas la mémoire, les notions d'espace et de temps d'un enfant plus grand. C'est aberrant. Donc, en effet, l'enfant doit accéder, parce que le lien père-enfant est important. Un rôle paternel, c'est très important dans la construction d'un enfant. Cependant, pour le petit enfant, il doit accéder à son père de façon régulière, à un rythme approprié. Et c'est ce pourquoi, d'ailleurs, la résidence alternée, je ne suis pas opposée. Quand les parents s'entendent, c'est très bien. Parce qu'à ce moment-là, on a plutôt l'impression, d'ailleurs, que c'est un mode de garde que privilégie les parents qui s'entendent, justement. Les parents qui s'entendent, ça pose pas de problème. Parce que pour un petit, c'est les mêmes rythmes veille-sommeil. C'est les mêmes rythmes de repas. C'est le même rituel au coucher, au lever. Chaque mère de famille sait combien c'est important pour le développement d'un enfant. Quand ils sont en conflit, ce n'est pas possible. Alain Cazenave. Alors, je pense plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, bon, évidemment, quand il n'y a pas de conflit entre les deux parents, toutes les solutions sont bonnes, que ce soit résidence alternée, que ce soit droit de visite et d'hébergement. En général, les deux parents sont suffisamment intelligents pour respecter l'intérêt de l'enfant. Par contre, lorsqu'il y a conflit parental, c'est là que le problème survient. Si l'on veut éviter qu'un des deux parents disparaisse de la vie de l'enfant, il faut bien évidemment garantir un minimum d'égalité aux deux parents. Alors, quand on parle de résidence alternée, la loi précise uniquement que le juge va définir la résidence de l'enfant alternativement chez chacun des parents. Il ne parle pas une semaine. Je veux dire, la résidence alternée, ce n'est pas nécessairement une semaine. Non, mais c'est souvent ce qui se pratique. C'est souvent ce qui se pratique quand les enfants sont un peu grands. Maintenant, il faut évidemment l'adapter à la fois à l'enfant, mais il faut également l'adapter aux situations des deux parents, aux activités. Et pour ces enfants qui disent, il y a des témoignages d'ailleurs dans ce livre, qui évoquent la garde alternée comme un souvenir d'avoir été ballotté sans cesse, de n'avoir finalement, avec deux maisons, aucune maison. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un argument qui est particulièrement curieux. Parce que dans tous les cas, il y a ballottement de l'enfant de la résidence du papa à la résidence de maman. Dans tous les cas, il faut bien comprendre que l'alternative à la résidence alternée, c'est le droit de visite et d'hébergement. Alors c'est vrai ça, Madame Philippe, pourquoi les enfants seraient-ils plus ballottés en cas de garde alternée qu'en cas de garde parce que ce temps de 8 jours n'est pas bon. C'est comme si on disait, on fait 3000 km, au lieu de les faire en un mois, on les fait en 3 jours. C'est un peu le même raisonnement. Ce que je veux dire, c'est que quand les parents sont en conflit, dire qu'il faut une garde alternée à ce moment-là, c'est dramatique. Parce que ça fait vivre l'enfant. Moi, je ne m'occupe pas des droits des pères, des mères. C'est pas mon problème, je m'occupe de l'enfant. Donc, il faut s'identifier à l'enfant qui vit entre deux maisons, deux milieux complètement cloisonnés, hermétiques. L'enfant est clivé. C'est dramatique pour un enfant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de débattre sur